Pour revenir un petit peu au sujet de ce matin, c'est-à-dire le sens de la vie, il y a aussi, pour être dans le sens de la vie, aussi en connaître un petit peu les cycles et les rythmes. Déjà, au niveau de la vie, c'est pas le mot dans le mot devoir, mais c'est de comprendre que nous avons 3 œuvres à accomplir pour que nous puissions avoir une vie plus complète et de pouvoir expérimenter la vie sous différentes formes. Donc ces 3 œuvres par contre, c'est la vie professionnelle, la vie familiale et la vie spirituelle. Tout le monde connaît le schéma de l'étoile de Salomon, et en fait ces 3 œuvres, c'est ce qui constitue le bas de la pyramide et qui permet effectivement, en construisant ces 3 œuvres, de pouvoir aller effectivement sur des aspects beaucoup plus d'aller vers le soi en fait. Donc dans l'œuvre professionnelle, c'est de trouver l'équilibre, que notre professionnel ne soit pas effectivement uniquement le centre de notre vie. L'idée que on s'épanouit, on se réalise par le travail, est une pensée erronée. C'est une pensée en réalité qui est propre aux pays industrialisés. Dans les 3/4 des autres pays, on travaille dans un seul but, d'avoir de quoi vivre. Et de pouvoir surtout, non pas aboutir à sa propre satisfaction, mais ça permet d'apporter au collectif familial ce qui lui est nécessaire pour vivre. Alors, je veux dire, ça ne signifie pas qu'on doit souffrir dans le travail, que l'on doit être dans un aspect professionnel négatif, bien évidemment. Qu'on puisse vivre notre travail d'une manière la plus juste, ça ramène à une parole de Confucius qui dit « Trouve le travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais ». Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le travail, on en revient un petit peu à ce que l'on a dit ce matin, la façon dont on travaille, ce que l'on y projette dedans. Beaucoup, dans nos pays occidentalisés, on travaille et on attend en plus de la reconnaissance. Tandis que la seule reconnaissance qu'il est logique de recevoir, c'est un salaire en fait. Donc, c'est de l'œuvre professionnelle, qu'elle soit équilibrée en temps et en énergie avec la vie familiale. C'est-à-dire d'accorder le temps nécessaire à nos enfants, à notre conjoint-conjointe, à nos amis, à notre famille, d'une manière la plus large possible. Et de ça vient se rajouter cette 3e œuvre, qu'est l'œuvre spirituelle. L'œuvre spirituelle ne veut pas dire l'œuvre religieuse. À une époque, c'était effectivement assimilé à l'œuvre religieuse, où le dimanche, c'était aller à l'église et il ne fallait absolument pas travailler. L'œuvre spirituelle, c'est la connaissance de soi, c'est la bienveillance que l'on va mettre dans tous les autres aspects de notre vie. Et quand on trouve cet équilibre, effectivement, on va pouvoir aller travailler tous les espaces de la vie. Si on se concentre uniquement sur le professionnel, les 2 autres œuvres ne pourront pas nous apporter les enseignements et les connaissances suffisantes dont on a besoin pour pouvoir nous connaître dans notre entièreté. Après, il y a un autre élément qui est important de prendre en compte, c'est le cycle des 9 ans.
On est en double cycle. Le corps humain, tous les 7 ans, toutes les cellules du corps sont entièrement renouvelées. Et on pourrait se dire, comment se fait-il que toutes les cellules du corps sont renouvelées, donc on devrait avoir un corps neuf, et malgré tout, les maladies, les blessures restent présentes. Et c'est uniquement un phénomène de mémoire. C'est-à-dire que, comme on vit tellement enfermé dans notre histoire, enfermé dans notre mémoire, dans la croyance de qui on est, de nos schémas, que tous ces renouvellements sans cesse, en fait, on projette notre passé, notre croyance, toujours sur notre avenir. Et donc, on tourne dans un système de boucle. Donc, comment peut-on être neuf en permanence? C'est sans mémoire, oui. Sans mémoire. C'est énorme. C'est la clé. C'est la clé. Non, sans mémoire, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de mémoire, mais ça signifie qu'on ne se nourrit pas de la mémoire, de la reproduction. Si on regarde avec attention un peu chacune de nos vies, dans notre quotidien, on a tendance à reproduire exactement les mêmes choses. Beaucoup d'hommes, toute leur vie, vont faire le même geste pour se raser, par exemple. Hein, je prends cet exemple bête, la manière de se coucher. Et c'est toujours pareil. On n'innove pas. Et pourtant, malgré ce fait qu'on soit toujours en train de reproduire, on est toujours dans l'espoir que quelque chose change. Mais avec une chose étonnante, sans être vraiment convaincu que nous sommes l'objet du changement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le New Age, il y a beaucoup cette pensée des extraterrestres qui vont venir sauver l'humanité ou un effondrement qui va foutre en l'air toute l'économie, etc. Tout le monde est en attente d'une catastrophe qui viendrait leur permettre de changer leur vie sans prendre conscience qu'il n'y a qu'eux qui peuvent la changer. Personne ne peut nous changer si nous ne faisons pas le mouvement pour amener quelque chose de nouveau, pour faire une résilience avec des modes de fonctionnement. Et c'est intéressant, pour aller un petit peu plus loin, juste de s'interroger. Nous sommes constitués d'à peu près 7 trillions de cellules. C'est des milliards, je ne sais pas comment le calcul. La question c'est, dans toutes ces cellules, où sommes-nous? Parce qu'on parle beaucoup de soi, moi je, mais où est-il ce moi qu'on exprime? Est-ce que quelqu'un en a déjà fait l'expérience? L'image de moi. Oui, vous me parlez d'une image. Vous allez parler d'attitude, de pensée, de comportement, de posture, d'histoire. Mais ça ne décrit pas le moi. Ça ne parle que de mécanismes qu'exprime ce fameux moi. Et pourtant, on ne fait que ça, que toujours dire moi je, et en fait, qui parle? Et donc, de la même manière, où est ce personnage, sachant que nous ne sommes constitués que de cellules, et chaque cellule est séparée, et pourtant fonctionne tout en harmonie, ce qui permet au corps d'exister. Le but n'est même pas de donner une réponse. La question elle-même suffit. Parce que si on donne une réponse, parce qu'on peut en donner plein, hein, ça ne fait que s'enfermer sur une connaissance du mental.
qu'on va mettre dans notre bibliothèque, où on va marquer « à regarder un de ces jours », et ça restera à cet endroit-là. Mais si on reste dans ces questions ouvertes, qui sont ces questions qui nous ramènent à nous, qui nous permettent effectivement de changer ce regard que l'on peut se porter sur nous-mêmes. Parce que le matin, vous vous regardez dans la glace, vous vous reconnaissez, imaginez que vous voyez quelqu'un d'autre. On pourrait l'imaginer, parce que ce qu'on connaît de nous, c'est que quelques millimètres, rien d'autre. Et ça nous suffit pour affirmer qu'on existe en tant que un tel, un tel, un tel. Si on veut véritablement changer profondément notre approche de la vie, et il faut changer profondément cette idée que l'on a de nous-mêmes, en voyant par les deux choses que je viens d'exprimer, qu'on ne peut pas se résumer à « je suis un tel, né à tel endroit et je fais telle et telle chose ». Parce que si on se résume à ça, notre vie n'a que ce sens-là. Mais si on ouvre le regard sur nous-mêmes d'une manière beaucoup plus large, en voyant que nous sommes en fait qu'une accumulation de cellules qui fonctionnent en total automatisme, excusez-moi, qui est nourrie de pensées dont on ne sait pas d'où elles viennent, le regard que l'on va avoir sur soi va complètement se modifier. Et on ne va plus se regarder par le petit bout de la lorgnette, on va plus se regarder dans nos petites histoires, mais on va voir qu'on a un aspect universel et collectif. Parce que, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de l'autre qui n'est pas en nous? Et s'il y a cette telle ressemblance, c'est que nous sommes aussi l'autre. Et c'est de défocaliser ce jeu et en pouvant s'ouvrir à ce nous humains. Et d'ailleurs, on parle du règne végétal, on parle du règne minéral, on parle du règne humain, mais on se replie sur notre individualité. Et effectivement, on ne peut pas donner un sens à notre vie si on ne voit pas réellement ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire pure conscience qui anime une forme. Et ce n'est pas la forme qui anime la conscience, c'est la conscience qui anime la forme. Donc vous ne pouvez pas vouloir prendre les rênes de quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Autant faire ce que peut de fondre dans ce qui est plus grand que nous. Il faut véritablement, dans le regard qu'on a, il faut qu'il y ait une vraie modification au niveau du regard. Vous savez, dans la méditation de ce matin, par 2 fois, j'ai demandé de détendre les globes oculaires. Vous voyez, les globes oculaires, c'est eux qui vont dans tous les espaces. C'est-à-dire que quand il y a une vision courte comme ça, nous sommes uniquement au niveau du corps physique, avec les problématiques à régler, à résoudre, etc. Dès qu'on ouvre un petit peu plus notre vision, on rentre dans le corps éthérique. Et quand on ouvre complètement notre vision, on est au niveau du corps émotionnel. Et en réalité, c'est pouvoir
changer notre regard d'une manière réelle, c'est-à-dire d'élargir la vision que l'on a de nous-mêmes et la vision que l'on a de la vie. Parce que si vous vous posez réellement la question, qu'est-ce que la vie? Pourquoi la vie? Quelle réponse on a à donner à ça? Aucune. On s'aperçoit simplement de la restriction de notre mental, qu'à un endroit, on ne peut pas aller plus loin dans la réflexion. Et c'est ça qu'il faut lâcher. C'est de vouloir donner des réponses limitées à quelque chose d'illimité. Vous savez, je me souviens à une époque, en méditation, j'essayais de prendre conscience de ce qu'était l'éternité. Et tout le temps, avec l'idée, ok, l'éternité. Mais mentalement, je m'apercevais qu'il y avait toujours au fond, quand est-ce que ça commençait? Hein? Quand est-ce que ça commençait? Il y a dans notre manière de fonctionner cet état de limitation. Il y a un début, il y a une fin. Et donc on va mettre toute notre histoire dans un début et une fin. Donc bien évidemment, qu'est-ce que ça va générer? La peur de la mortalité, bien évidemment, la peur de notre disparition. Et quand cette peur s'installe dans nos vies, et on a simplement peur de vivre, on n'a pas peur de mourir parce que on ne sait pas ce que c'est réellement au niveau du jeu personnel. Donc on s'enferme dans tous ces schémas-là, et qui sont des schémas de restriction qui finissent par devenir complètement étouffants. Et donc, à partir du moment où on arrive dans cet étouffement, on ne peut pas donner du sens aux choses. Le sens qu'on peut leur donner n'est qu'un sens étriqué et égocentré. Ça ne peut pas être un sens universel. Et pourtant, notre réalité, elle est totalement universelle. Tout le travail que l'on peut faire en développement personnel est une opposition et un enfermement dans la forme. Ce que l'on a à faire, ce n'est pas du développement personnel, je dirais que c'est du dépouillement personnel. Qu'est-ce que j'étais avant d'être? Et ce que je suis en train d'exprimer, ça n'a pas du tout de valeur conceptuelle. Je veux dire, je suis en train de vous parler de quelque chose de vivant, quelque chose que chacun de vous pouvez expérimenter à partir du moment où vous mettez de côté toutes ces croyances dans lesquelles vous vous êtes enfermés. Et avec l'idée qu'il faut sortir de ces croyances. Mais rien que le fait de vouloir sortir de ces croyances fait qu'elles existent. Et donc on en revient à la symbolique de Don Quichotte, où vous pensez que les moulins à vent, c'est des soldats contre qui il faut vous battre. Et on tourne en boucle, on tourne en boucle, on tourne en boucle. Vous n'avez rien à modifier. Vous n'avez rien à changer. Vous n'avez pas à essayer de changer la personne que vous êtes, à l'améliorer. Elle a juste à vivre ce qu'elle a à vivre. C'est l'outil parfait que la conscience vous a donné pour vivre l'expérience précisément que vous avez à vivre. Il n'y a pas de souci.